Pour comprendre les actions d'une personne, il faut d'abord connaître ses motivations. Pour le 47e président des États-Unis, C.A., c'est particulièrement crucial. Une petite mais importante note historique s'impose donc. En juin 1956, suite à un coup d'État militaire en Égypte, le major Gamal Abdel Nasser prend le pouvoir. Profitant de sa popularité, il décide de nationaliser le canal de Suez, construit 100 ans plus tôt avec des fonds français et qui appartenait toujours à des actionnaires britanniques et français. Cela menaçait de porter un sérieux coup aux intérêts de Londres et de Paris, qui dépendaient des routes commerciales établies avec leurs anciennes colonies. Pour cette raison, un plan d'invasion militaire de l'Égypte a été élaboré afin de renverser Nasser et de prendre le contrôle de cette voie logistique essentielle. Afin de donner une apparence légitime à l'intervention, un accord secret a été signé entre la France, la Grande-Bretagne et Israël. L'accord prévoyait que l'Israël commence des opérations militaires dans la péninsule du Sinaï afin d'éloigner les troupes égyptiennes des frontières. Ensuite, Londres et Paris devaient apparaître comme des forces de maintien de la paix, prenant le contrôle du canal de Suez afin de séparer les parties en conflit. En fait, c'est un prétexte assez ridicule. Personne n'aurait jamais cru à sa véracité. En fait, c'était une manœuvre politique visant deux objectifs possibles. Néanmoins, la mise en œuvre du plan a débuté. La composante militaire a été exécutée à la perfection. Les troupes britanniques et françaises ont rapidement occupé des points stratégiques, écrasant les Égyptiens. Mais la politique s'en est mêlée. Bien qu'à cette époque, Abdel Nasser se rapprochait activement de l'Union soviétique, achetant des armes et recevant de l'argent de Moscou, tout en menaçant constamment Israël de destruction, les États-Unis se sont fermement opposés aux actions de Londres et de Paris, les condamnant et exerçant une pression financière sur leurs alliés. C'est une attaque armée brutale de 3 de nos membres contre un 4e. Les Américains ont bloqué notre demande de droit d'emprunt auprès du Fonds monétaire international. En fait, ils nous ont refusé notre propre argent. En pleine guerre froide, on pourrait croire que Washington s'intéresserait à la chute du régime pro-soviétique et au contrôle de la principale artère commerciale par ses alliés. Mais à cette époque, la Maison-Blanche suivait une autre logique. Outre la réticence à être entraîné dans une guerre avec l'Union des républiques socialistes soviétiques, il était tout aussi important pour la Maison-Blanche de montrer au monde que les États-Unis défendaient un nouvel ordre mondial libre. Ce n'est pas un hasard si la crise de Suez est appelée la dernière guerre coloniale. En effet, le monde entrait dans une ère où, pour influencer un pays, il n'était plus nécessaire de le conquérir, il suffisait d'établir avec lui des liens économiques forts. Les États-Unis, première puissance industrielle, souhaitaient commercer pour attirer les pays dans leur sphère d'influence. Cette période a été nommée néocolonialisme, car la puissance dominante imposait des conditions commerciales qui lui étaient plus favorables. Depuis la moitié du XXe siècle, le libre-échange a beaucoup profité aux États-Unis, étant donné leur statut de puissance industrielle avancée, peu intéressée par le protectionnisme. Mais depuis l'entrée de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce, en 2001, le libre-échange a commencé à aller à l'encontre des intérêts de l'Amérique, car les marchés ouverts ont favorisé l'essor de l'empire du milieu. Et bien sûr, cela ne convient pas à l'ancien bénéficiaire. Nous devons avoir un excédent, pas un déficit. Parce que l'argent dont je parle, vous pouvez l'appeler, comme l'a dit ce monsieur, un impôt, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Mais ces pays doivent venir pour nous payer des milliards de dollars et nous n'aurons pas de déficit. Et alors nous pourrons aider les pauvres, les malades, les sans-abri, les agriculteurs et tous les autres. Malgré mes nombreuses critiques envers Trump depuis la dernière décennie, je ne peux pas dire que ses décisions manquent de logique. L'approche américaine privilégiant le commerce à la guerre, même si celle-ci reste une option, a engendré un concurrent commercial qui prend des emplois. Il a permis à un pays au régime autocratique avec un fondement idéologique menaçant les valeurs occidentales conventionnelles de croître jusqu'à une taille gigantesque et prendre de l'ampleur. Et il était bien sûr grand temps de faire quelque chose à ce sujet. En imposant des tarifs douaniers partiels à la Chine, Trump tente de redonner à l'Amérique une suprématie mondiale absolue avant qu'elle ne la perde complètement. Oui, le slogan de Trump « Rendons l'Amérique grande à nouveau » est en fait incorrect. Il vaudrait mieux dire « Gardons l'Amérique grande », car pour l'instant, les États-Unis conservent la première place. Mais pour combien de temps ? C'est pourquoi les actions de Donald vont dans le bon sens. Le seul problème, c'est que ces actions sont complètement crétines. Si la Russie devient un partenaire junior permanent de la Chine à long terme, nous aurons alors deux puissances nucléaires opposées aux États-Unis. Et même dans 10 ou 5 ans, si cette tendance se poursuit, nous pourrions nous retrouver dans une situation où la Russie ne pourra pas améliorer ses relations avec les États-Unis car elle dépendra entièrement de la Chine. Nous les avons coupées.
Je ne sais pas si c'est bon pour nous. Il vaudrait mieux de maintenir des relations. Oui, il est clair pourquoi Trump fait tout son possible pour livrer l'Ukraine à Poutine, même si ce n'est pas certain qu'il y parvienne. Et encore une fois, à cause de sa propre stupidité, s'il n'avait pas promis dans chaque interview de mettre fin à la guerre en 24 heures, il n'y aurait pas autant d'attention portée à ce dossier aux États-Unis, et on ne demanderait pas à Donald à chaque occasion, ou presque, où en est l'accord. Et maintenant, une simple sortie de cette affaire porterait un sérieux coup à la réputation du président. D'une certaine façon, Trump et Zelensky ont mutuellement besoin l'un de l'autre. Et le degré de cette dépendance ne fait qu'augmenter chaque jour. Mais la logique initiale du 47e président des États-Unis est claire, céder l'Ukraine et obtenir la Russie pour s'opposer à la Chine. Et non, ne croyez pas que je vais dire que c'est impossible, comme beaucoup l'affirment. Pékin n'a pas été un allié inconditionnel de la Fédération de Russie dans sa guerre agressive, en vendant des composants clés pour les drones de guerre et de renseignements électroniques à la Russie et à l'Ukraine. Pékin a bloqué les paiements des banques russes, respectant les sanctions occidentales. La Chine a mené une expansion commerciale agressive sur le marché russe déserté, anéantissant les producteurs locaux. Eh bien, acheter du gaz et du pétrole russe à $12 de moins que la moyenne du marché, on peut bien sûr appeler cela une aide alliée, mais c'est plutôt comme profiter d'une prostituée qui doit d'urgence rembourser un microcrédit. Et tout cela, on le comprenait et on le comprend à Moscou. On le comprend aussi à Washington et même à Pékin. Il suffit de voir comment ils se sont agités après les tarifs de Trump. Voici cet article programmatique de l'ambassadeur extraordinaire de KNR dans la Gazette russe, qui est l'organe de presse officiel du gouvernement de RFA. Lisez le titre. La communauté internationale doit faire front uni contre le harcèlement économique de Sechet-A. Mais personne en Chine n'écrivait de tels articles lorsque les sanctions ne concernaient que la Russie. Donc Poutine comprend, la Chine n'a jamais été son allié dans sa guerre sanglante et le statut de prostituée bon marché est clairement insultant pour lui. Écoutez. Et les Chinois, commençant à prendre conscience des nouvelles conditions, des nouveaux défis, je pense qu'ils vont maintenant entamer un véritable processus de préparation à une guerre chaude contre les États-Unis pour Taïwan. Parce que, de toute façon, cela fait partie de leur agenda. Ils nous ont simplement proposé d'être les premiers à ramasser les braises dans le conflit avec l'hégémonie occidentale en Ukraine. Ils nous soutenaient, je ne peux rien dire, mais c'était distant. Maintenant, il n'y a plus d'échappatoire. Ils ont commencé à bouger. Et là, il s'avère qu'il est nécessaire de créer une coalition contre l'Occident, qu'il faut s'entraider. Quand nous avons, en fait, proposé tout cela, de s'unir autour de la Russie qui a défié l'hégémonie globaliste. Je n'ai pas vu beaucoup d'enthousiasme chez qui que ce soit, y compris chez les Chinois. Qui sera maintenant totalement solidaire de la Chine dans un conflit direct avec les États-Unis ? La réponse est très simple. Absolument personne. En effet, Dugin ne doit pas être vu comme un simple marginal. Cet homme a des liens étroits avec Steve Bannon, qu'il a même rencontré en personne. Pour ceux qui l'ignorent, Bannon est un idéologue et éminence grise qui a conseillé Trump lors de ses 2 mandats, officiellement au premier et officieusement au second. En réalité, Steve exprime en premier toutes les idées de Donald, mais nous en discuterons plus tard. Donc, on ne peut pas dire que l'idée de Trump de détacher la Russie de la Chine ne fonctionne pas. Elle fonctionne. Mais une personne dont les connaissances en grande politique sont au niveau de Ramzan Kadyrov ne peut a priori pas réussir sur l'échiquier géopolitique. L'Espagne est un pays des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Savez-vous ce qu'est un pays des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud? Vous allez le découvrir. Oui, en plus de qualités négatives telles qu'un quotient intellectuel extrêmement bas, Donald Trump est tout simplement un traître. Je suis sûr que même à Moscou, les actions de Donald envers l'Ukraine sont considérées comme une trahison d'un allié en guerre. Qui voudrait avoir affaire à une personne qui partage de telles approches? On va simplement l'utiliser, mais personne ne voudra traiter avec lui. Mais bon, c'est juste pour dire... La démocratie aux États-Unis est la principale raison pour laquelle Donald Trump ne parviendra pas à éloigner la Russie de la Chine. Et personne ne peut garantir à Moscou que la stratégie de la Maison-Blanche sera maintenue sur le long terme. L'avenir de la Maison-Blanche dans 4 ans est incertain. De plus, en 2026, des élections de mi-mandat auront lieu pour le Congrès américain. Et si le Sénat restera presque certainement aux mains des républicains, il est tout à fait possible que la Chambre des représentants soit remportée par les démocrates. Au moins, dès maintenant, les sondages montrent que les démocrates ont une avance d'1% sur leurs adversaires. Au fil de la présidence de Trump, cet écart va probablement s'accentuer davantage. En effet, sa guerre commerciale, qui pourrait apporter des avantages à long terme, aura sans aucun doute un impact sur le bien-être des Américains moyen à court terme.
Et eux, à leur tour, exprimeront leur mécontentement par le biais du vote. Pour moi, le graphique le plus crucial actuellement est celui illustrant l'approbation de la politique de Donald. Et comme vous pouvez le voir, il descend progressivement. Bien sûr, nous n'en sommes qu'au début, mais quelque chose me dit qu'une personne avec un vocabulaire plus limité que celui de Ramzan Kadyrov va encore faire pas mal de conneries au cours de ces 1 an et demi. Si j'avais été président, cette guerre n'aurait pas eu lieu. Des millions de vies auraient été épargnées. Les villes seraient ouvertes et prospères et il y aurait de belles tours. Ces tours étaient dans les plus belles du monde, mais elles n'existent plus. Elles ont été réduites en miettes, gisant au sol, dispersées en millions d'éclats sous les frappes de missiles, de bombes et de balles. Je considère que c'est une guerre et je le sais. Elle n'a pas commencé il y a 4 ans et n'a jamais été proche. On n'y pensait même pas. Trump ne réussira pas à séparer la Russie de la Chine. Leur alliance se renforcera au contraire. En fait, nous le voyons déjà avec vous, car ce n'est que maintenant que Moscou et Pékin ont eu la chance de réaliser leur idée principale, se partager le monde à deux, où Poutine dominera en Europe et la Chine en Asie. Nul n'aurait pu imaginer que ce siècle leur offrirait pareille opportunité sur un plateau d'argent. L'Union européenne, comprenant que le frère d'outre-Atlantique n'est plus le garant de leur sécurité, sera obligée de se rapprocher de la Chine, afin d'avoir au moins une chance d'influencer les plans de Poutine de déclencher une guerre contre les pays européens. Ursula von der Leyen, qui a récemment appelé Xi Jinping, a même été obligée de changer de ton à l'égard du grand président. Si auparavant il s'agissait de reproches pour la coopération avec la Fédération de Russie, maintenant il s'agit d'une demande d'intensifier les efforts de maintien de la paix. Pour Pékin, c'est un véritable cadeau du ciel. L'Union européenne, qui diminuait peu à peu sa dépendance envers la Chine, de la coopération sur des projets d'infrastructure et de la baisse des investissements directs étrangers mutuels jusqu'à la réduction des importations de l'Empire du Milieu. Regardez le graphique. Et maintenant, l'Union européenne discute de la reprise du dialogue qui avait été suspendu, du dialogue sur les avantages commerciaux, c'est-à-dire que l'Europe et la Chine seront obligées de se rapprocher. Lors de l'appel téléphonique, l'accent a été mis sur l'importance de la stabilité et de la prévisibilité, ainsi que sur la responsabilité de l'Union européenne et de la Chine en tant que 2 acteurs commerciaux majeurs. La présidente de la Commission européenne a insisté sur l'importance de soutenir un système commercial réformé, ouvert et équitable, basé sur des conditions égales, notamment au vu des restrictions tarifaires imposées par les États-Unis. Même dans une eau trouble, il est possible d'attraper du poisson. Désormais, l'Union européenne a réellement besoin que l'Ukraine soit intégrée à son architecture de sécurité. Si auparavant certains pays européens compatissaient simplement avec Kiev, disons-le ainsi sans bouger de leur canapé, maintenant, alors que Trump ne garantit plus leur sécurité, il leur est devenu évident. La seule chose qui sépare les enfants européens jouant sur une aire de jeu d'un missile Iskander, c'est la fine ligne de front tenue par les héros ukrainiens. Donc officiellement, Kiev peut et doit jouer sur ce point. Les alliés européens de l'Ukraine investissent de plus en plus dans son complexe militaro-industriel. Si auparavant ils essayaient d'investir dans leur propre production afin d'assurer du travail à leurs citoyens, maintenant ce n'est clairement plus le cas. L'investissement belge dans la défense ukrainienne et l'envoi de troupes danoises en Ukraine pour s'entraîner avec les forces armées ukrainiennes montrent clairement que, même s'ils n'ont peut-être pas peur, ils ne sont certainement pas à l'aise. Et on peut les comprendre. Car même le très prudent service de renseignement allemand indique dans son rapport que dans les prochaines années, l'armée russe commencera des actions militaires contre les membres de l'OTAN. Nous en parlions depuis longtemps, car même avec une administration Biden très affaiblie, la tentation de tester la solidité de l'alliance était grande. Eh bien, et maintenant ? Et oui, bien sûr, la pression exercée par Trump sur les membres européens de l'OTAN pour les obliger à dépenser davantage pour la défense est une démarche tout à fait correcte. Mais pourquoi cela est-il fait d'une manière qui ne fait que provoquer l'agresseur ? Au lieu d'un ultimatum clair qui exigerait « augmenter vos dépenses de défense jusqu'à 2%, comme l'exige la charte de l'OTAN, sinon l'article 5 de l'OTAN ne s'appliquera pas à vous ». Dès que vous atteindrez ces objectifs, nous défendrons chaque mètre de votre territoire. Au lieu de cela, l'homme dont les qualités morales et de volonté sont au niveau de Ramzan Kadyrov sort ceci. Je suis très attaché à la Pologne. La Pologne a un voisin difficile, vous savez ? Et qu'en est-il des pays baltes ? La Baltique, ils ont aussi un voisin difficile. Et pourtant, les pays baltes ont dépassé leur objectif de dépenses de défense, mais ils ont un voisinage difficile. Merci pour l'info, Donald. Dans mes vidéos, en essayant d'expliquer la logique des actions de Biden, je me faisais toujours accuser d'être un gauchiste. Il m'était difficile d'imaginer une accusation plus absurde.
Et ce n'est pas parce que je n'ai jamais partagé les idées du socialisme-communisme, mais parce que je n'ai jamais justifié la politique du vieux Joe. J'ai essayé de comprendre dans quel paradigme il agissait. Toutes les actions de l'ancienne administration de la Maison-Blanche et de l'Union formée, je le souligne, par Biden, s'inscrivaient dans le paradigme d'une confrontation progressive. D'abord les Javelins, puis les High Mobility Artillery Rocket System, les Patriots, les Army Tactical Missile System et enfin les F-16. Chaque étape renvoyait la balle à Poutine, signifiant « si tu ne t'arrêtes pas, on livrera plus ». Et Poutine comprenait parfaitement que chacun de ses pas entraînait une réaction en retour. Comme pour dire, dans un an, l'Ukraine aura aussi des avions D et R Léo et des missiles RR à longue portée. Ensuite, ils élimineront l'aviation russe, puis autoriseront des frappes balistiques non seulement sur les villes proches du front, mais aussi sur Moscou. Et ça, c'est carrément une catastrophe. Au minimum, cela paralyserait toutes les communications aériennes de la majeure partie de la Russie européenne, car il y aurait une menace sérieuse d'abattre son propre avion en repoussant une frappe balistique. Et oui, j'ai toujours qualifié cette approche de criminelle parce qu'elle était payée par la vie des héros ukrainiens. Mais est-ce que Reagan, Bush ou même McCain auraient agi différemment? Je n'en suis pas sûr. La présence d'armes nucléaires en Russie a de nouveau joué un rôle. Cependant, Poutine savait qu'en prolongeant la guerre, il augmentait aussi les risques pour lui-même. Et maintenant, à cause de Trump, ce mécanisme essentiel n'existe plus. Si Biden n'avait pas été président en 2022, aucun autre président des États-Unis n'aurait pris la décision de fournir des armes dans les volumes que Biden a livrés. J'ai aussi beaucoup de questions à lui poser, peut-être même plus que tout le monde, mais il faut lui rendre hommage. S'il n'avait pas été président, on aurait été dans la boue. Si ça avait été Obama, c'est sûr. N'importe qui, croyez-moi. Trump, par ses actions, prolonge non seulement la guerre, mais crée aussi les conditions pour le début d'un conflit bien plus vaste en Europe. D'ailleurs, je l'ai déjà dit, grâce à Donald, Poutine dispose d'une marge de manœuvre. On peut mettre en pause le carnage en Ukraine, en essayant de diviser politiquement la nation ukrainienne par le biais des élections. Si la division échoue, il est toujours possible de reprendre les hostilités à tout moment. En effet, le plan de paix que Donald Trump impose à l'Ukraine, ce n'est même pas une capitulation, c'est accepter le statut d'un État qui vit en permanence sous la menace d'une nouvelle attaque de l'agresseur. Le peuple ukrainien, qui a tant sacrifié dans cette guerre, ne reçoit pour l'instant aucune garantie de sécurité de la part de l'Occident. L'idée de déployer un contingent militaire de la coalition des pays déterminés se heurte à un problème majeur. Les États-Unis garantiront-ils leur sécurité ? Et il semble qu'il y ait eu récemment quelques avancées sur cette question, mais comment cela se terminera au final, cela reste incertain. Quoi qu'il en soit, toute l'attention est portée sur ce graphique, et voici pourquoi il est si important. Apparemment, plus Trump échoue dans ses initiatives, que ce soit sur les tarifs, l'Iran, Israël ou l'économie, plus les républicains de l'ère Reagan relèvent la tête. Même Lindsey Graham est déjà en train de former une coalition prête à intensifier la pression sur la Russie. Je ne sais pas s'ils réussiront à convaincre leur patron du bien fondé de cette approche, mais il y a tout de même quelques lueurs d'espoir. Comprenez-moi bien, évidemment je suis pour la trêve, il faut arrêter la guerre. La seule question est de savoir quels mécanismes seront élaborés pour empêcher une nouvelle attaque de la Russie contre l'Ukraine. Donald Trump donnera-t-il à la coalition des volontaires des garanties de sécurité? Cela déterminera le déploiement ou non de troupes alliées en Ukraine. Les États-Unis participeront-ils avec les Européens au réarmement des forces armées ukrainiennes pendant la trêve? Toutes les sanctions contre la Russie seront-elles immédiatement levées? Ou bien le processus sera-t-il progressif, chaque étape étant liée à des mesures pacifiques de la part de Poutine? Qu'adviendra-t-il des avoirs gelés? Seront-ils remis au dictateur russe? Ou bien l'Ukraine pourra-t-elle compter sur ces fonds dont elle aura besoin pour relancer son économie et sa capacité de défense? Selon les réponses à ces questions, nous pourrons comprendre si Donald Trump agit dans l'intérêt de la paix ou dans son propre intérêt. Mais pour l'instant, comme vous le voyez, Donald agit non pas comme l'agent Krasnov, mais comme un agent imbécile. En vérité, même de telles actions ont un effet positif. Je pense que s'il y a quelque chose de positif dans ce que le président Trump a dit et fait, qui remet en question les engagements des États-Unis, c'est que, enfin, des pays européens comme l'Allemagne ont compris qu'ils doivent assumer leur juste part du fardeau de la défense. La Grande Dépression de 1929 qui a commencé aux États-Unis a également frappé très durement l'Allemagne, qui dépendait vitalement des crédits américains.
La pauvreté croissante et la baisse de production ont favorisé l'arrivée des nazis au pouvoir. En 2008, une nouvelle crise économique mondiale a éclaté dans le monde entier, comparable par son ampleur à la Grande Dépression. Depuis lors, l'Allemagne a craint l'endettement comme la peste, respectant strictement la règle de ne pas contracter de crédit pour couvrir le déficit budgétaire. Et cette logique, inscrite dans la règle du frein à l'endettement, n'a pas été modifiée pendant 15 ans, n'étant assouplie que partiellement pendant la période du Covid et brièvement après le début de la guerre à grande échelle. Mais c'est précisément après l'arrivée de Donald Trump qu'ils ont décidé d'abandonner définitivement cette logique. L'Allemagne emprunte pour la première fois 500 milliards de dollars. Ce seul fait donne l'espoir que la phrase « l'Europe se réveille » ne sonnera pas aussi ridiculement pour la première fois. Encore une fois, il ne s'agit plus de l'Ukraine, mais bien de la sécurité de l'Europe elle-même. Oui, bien sûr, je dis l'Europe un peu rapidement, sans préciser qu'il s'agit d'une union de pays très différents, qui ont des points de vue très variés sur la question de la sécurité. Mais je parle des pays qui sont le moteur de cette alliance. L'Allemagne, la France, les pays scandinaves, les États d'Europe de l'Est et bien sûr le Royaume-Uni qui a quitté l'Union. Tous sont conscients, d'une façon ou d'une autre, de l'issue de la politique d'apaisement de l'agresseur. Vont-ils prendre des mesures pour empêcher ce scénario ? Je ne sais pas. Mais le réveil de l'Allemagne après son coma est quelque peu encourageant. Même nous faisons souvent une collecte pour acheter les billets avec lesquels les Colombiens doivent venir, parce que c'est nous qui achetons leurs billets. C'est toi-même qui achètes les billets pour tes combattants afin qu'ils viennent en Ukraine ? Oui, bien sûr, beaucoup demandent. Ceux qui n'ont pas d'argent pour venir, c'est nous qui achetons les billets nous-mêmes. Ce mois-ci, nous avons déjà 200 personnes et recherchons des fonds. Tu as 200 volontaires de Colombie et tu ne peux pas les faire venir parce que tu n'as pas d'argent ? Je prévois 200 personnes, mais on peut en faire venir jusqu'à 2000 par mois. Vous savez, au cours de ma carrière, si vous me permettez, j'ai souvent observé un phénomène. Il suffit d'exprimer une idée pour qu'elle commence à être discutée, et ce, dans des milieux très variés. Non, pas parce que je suis un leader d'opinion important, mais simplement parce que ce sont les règles de l'environnement informationnel. La pensée se propage, elle est complétée, modifiée, mais l'essentiel, c'est qu'on en discute. Voici les paroles du commandant de la compagnie d'assaut de la 47e brigade mécanisée Gamlet Avadjian. C'est la preuve qu'il est possible de résoudre le principal problème dans les forces armées ukrainiennes, le problème du manque d'effectifs. Je ne sais pas si quelqu'un en Europe regardera cette vidéo, mais elle sera doublée en anglais. Je vais donc exprimer ce qui peut changer radicalement l'équilibre des forces sur le champ de bataille. L'Europe doit immédiatement commencer à créer des centres de recrutement pour ceux qui souhaitent partir en Ukraine. S'il y a beaucoup de volontaires colombiens et que Kiev manque soit de moyens, soit de ressources administratives pour les accueillir, alors cette mission doit être assumée par les capitales démocratiques. On peut accueillir les volontaires de divers pays souhaitant aider l'Ukraine à se défendre. Comme incitation, on peut utiliser aussi bien une récompense financière que d'autres formes de motivation, par exemple la citoyenneté pour les enfants ou les membres de la famille. Je comprends comment cela sonne. Ils ont une bureaucratie européenne et n'arrivent pas à livrer des missiles depuis 3 ans. Je parle ici de quelques mercenaires. Tout d'abord, les mercenaires russes combattent dans une guerre d'invasion sur un territoire étranger. En Ukraine, les volontaires sous contrat aident l'État à préserver sa souveraineté. De plus, l'Europe peut ne pas s'impliquer. Et alors, les mercenaires nord-coréens, iraniens, syriens, vénézuéliens, indiens, chinois et d'autres, ou appelez-les comme vous voulez, viendront chez eux. Et je ne suis pas sûr qu'ils seront prêts à défendre leur maison comme l'ont fait les Ukrainiens. Les territoires occidentaux de la Pologne actuelle sont un cadeau de Staline aux Polonais. Nos amis à Varsovie l'ont un peu oublié. Nous le leur rappellerons. En octobre 2020, j'ai publié une vidéo intitulée « De Karabakh à nouveau vers le Donbass ». J'ai affirmé avec assurance que si Trump gagnait les élections cette année-là, Poutine tendrait à nouveau ses mains ensanglantées vers l'Ukraine.
et je ne croyais vraiment pas que le dictateur du Kremlin puisse déclencher une guerre tant qu'il y avait à la Maison-Blanche un homme qui partageait les valeurs de cette vieille Amérique. On peut critiquer Biden autant qu'on veut, et je suis d'accord avec la plupart des reproches à son égard. Il était simplement évident que Vieux Joe ne fermerait pas les yeux sur le bombardement des villes minières, et n'appellerait pas cela une erreur. Contrairement à Trump qui accuse maintenant Zelensky d'avoir lui-même provoqué la guerre, oui, Donald est un homme qui voit ce monde d'une manière complètement différente, et s'il avait été au pouvoir vers les années 2000, cela aurait probablement seulement assaini les États-Unis, l'Europe et la majeure partie du monde. Il est évident que l'Amérique, en tant que leader du monde libre, nécessite des réformes depuis longtemps. Malheureusement, sa présidence a coïncidé avec une période extrêmement difficile, marquée par l'effondrement du système des relations internationales. En ce moment, des mesures aussi radicales pourraient nous précipiter dans l'abîme. Au lieu de fermer les États-Unis, il fallait les réformer. Au lieu de menacer l'OTAN d'un retrait des États-Unis de l'Alliance, il fallait imposer des exigences strictes à ses membres. Au lieu d'imposer des tarifs généralisés contre la Chine, il fallait mettre en place des droits de douane ciblés, coordonnés avec tous les alliés. Au lieu d'essayer d'amadouer l'agresseur en relâchant les efforts pour faire respecter les sanctions, ce qui permet maintenant à la Russie d'importer facilement des biens à double usage, oui, excusez-moi, c'est personnel, je sais, certains comprendront. Et malgré tout, si vous avez des informations importantes sur de tels schémas, je les reçois via mon chatbot sur Telegram. Comme toujours, merci à tous d'avance. Donc, au lieu de ces concessions envers Poutine, il aurait fallu tracer des lignes rouges qu'il aurait eu peur non seulement de franchir, mais même de regarder au-delà. Bien sûr, je me rends compte que les vidéos, même doublées en anglais, ont peu de chances de changer quoi que ce soit dans la politique du 47e président des États-Unis. Mais cela vaut la peine d'essayer, car aux États-Unis, le dernier mot appartient toujours à l'électeur. C'est pourquoi je vais tenter ma chance. Eh bien, quant à vous, mes amis, comme toujours, décidez par vous-même d'être ou